Yvonne Ampen, je suis la vice-présidente de l'association pour la sauvegarde du site et je représente donc aujourd'hui l'association en l'absence de notre président Jean-Paul Guillaumet, archéologue, qui n'a pas pu malheureusement être parmi nous. Alors nous sommes très heureux de cette inauguration de ce matin. Notre association a beaucoup travaillé à dépouiller des archives pour rechercher un peu l'histoire de cette église. Et donc c'est un peu sa consécration aujourd'hui de voir cette plaque. Il y a 43 000 logos de ce type en France, donc il y en a un de plus aujourd'hui. Et tout à l'heure, si on a un petit peu de temps, je vous expliquerai la signification de ce logo, parce que c'est quelque chose de très particulier. Alors ce monument porte le patronage de Hauterre, mais Hauterre n'a pas connu cette église puisqu'il est mort en 620, comme l'a expliqué monsieur le maire. Il a vécu à l'époque mérovingienne, donc cette église il ne l'a pas connue. La partie la plus ancienne de cette église, vous le verrez en rentrant, c'est la nef romane qui date du XIe siècle. Et c'est ça qui est très important, c'est cette caractéristique romane dans cette église. Il y a encore très peu aujourd'hui d'architecture romane dans notre Île-de-France, parce que c'est une région qui a été beaucoup modernisée dans l'architecture des églises, vu la proximité de Paris. Donc on a transformé le roman en gothique, etc. Donc il n'y a plus beaucoup de romans en Île-de-France. Et à l'intérieur, d'ailleurs, vous pourrez voir en rentrant, je vous montrerai si vous voulez, l'un des murs garde un peu cette trace du XIe siècle. Dans la partie supérieure, vous verrez une peinture ocre avec des petits liserés blancs qui figurent des pierres. Et ça, c'est une caractéristique très particulière des peintures murales de l'époque romane. Alors, d'après certains documents que nous avons consultés en archives, Hauterre aurait été enterré dans ce lieu à Lucie. On venait au IXe siècle se recueillir sur la tombe de Hauterre, qui était fêtée le 26 avril dans un culte bien spécifique, donc, sauf des fouilles archéologiques qui pourraient mettre à nu des fondations mérovingiennes. Il n'y a aucune trace autrement dans cette église de l'époque d'Hauterre. De même, les reliques qui étaient donc dans cette église au IXe siècle ont été transférées en 1530 à l'abbaye de Rebais. Donc il n'y a même plus les reliques de Hauterre ici. Mais il y a une autre période qui justifie ce classement de cette église, c'est la période de la Renaissance. Car nous avons dans cette église une chapelle seigneuriale qui a été bâtie au moment de la Renaissance. Le seigneur du village qui s'appelait Antoine Dumoulin et sa femme, Nicole d'Avrigny, peut-être profitant du vide laissé par l'abandon du culte de Hauterre dans cette église, eh bien, ils se construisent en 1537 une chapelle seigneuriale dotée de 5 vitraux datés de le XVIe siècle. Et cette chapelle seigneuriale était fermée par une balustrade comportant une paroi en bois sculptée. Et les 5 vitraux donc datent de l'époque de François Ier, 1537. Alors comme nous l'a dit monsieur le maire, nous ne les verrons pas aujourd'hui puisqu'ils sont en restauration. Un seul est resté dans l'église car il était auparavant dans la chapelle, mais il a été déplacé au cours du siècle dans le chœur. Donc vous aurez une idée de ce que représentent ces vitraux en regardant celui qui se trouve dans le chœur. Je vous le montrerai si vous voulez. Alors un partenariat avec la Fondation du patrimoine permettra sans doute de financer cette restauration. La France est champion dans l'art du vitrail ancien puisque à elle seule, elle possède 60% au moins de la totalité mondiale du vitrail ancien. Et c'est l'atelier Pictot dans les Charentes qui est chargé de cette restauration. Il fait partie de ces artisans d'art très chevronnés, car cet atelier a restauré les vitraux anciens de la cathédrale de Chartres. Diverses modifications ont été ensuite apportées à l'édifice au cours des XVIIe et XVIIIe siècles, mais fort heureusement, ces modifications n'ont rien altéré les parties caractéristiques que je viens de citer, qui donnent à ce monument son intérêt particulier. Divers objets également sont classés à l'intérieur ou bien inscrits. Je n'en citerai qu'un, mais vous ne pourrez pas le voir non plus.
Il s'agit de la cloche. Alors, la cloche, elle date de l'époque d'Henri IV. Elle date de 1606, elle est donc plus vieille que le bourdon de Notre-Dame de Paris, qui est de 1686. Elle a été offerte par la famille du Boulin, la même famille qui s'est offerte cette chapelle seigneuriale. Et la marraine est également l'abbesse de Jouarre, Jeanne de Bourbon, de sang royal. Les abbesses de Jouarre à l'époque étaient toujours de sang royal. Et il y a une grande relation dans l'histoire entre Hussy et Jouarre, puisque c'est le fils d'Othaire qui a fondé l'abbaye de Jouarre. On peut se dire, en pensant à cette cloche, que lorsque Henri IV venait au château de Monceau, pas loin d'ici, retrouver Gabriel d'Estrées, il pouvait entendre sonner l'angélus de la cloche d'Hussy. Othaire était un grand propriétaire foncier, donc conseiller auprès de Clotaire II, qui était bien le père du roi Dagobert. Et Othaire venait souvent chasser dans ces terres, car il possédait des terres entre Soissons, où il était né, près de Soissons, Jouarre, Coulommiers, Hussy, tout cela était son domaine de chasse. Et vous pourrez voir dans l'église un panneau explicatif de l'histoire d'Hussy au temps d'Othaire, et sur lequel vous verrez représenter Othaire dans un dessin du XVIIe siècle que nous avons retrouvé à la médiathèque de Meaux. Il est représenté donc comme un seigneur à cheval, avec un faucon pour venir à la chasse sur ces terres en brie. Et il paraîtrait que ce dessin, dans l'histoire, se trouvait dans l'église de Hussy. On ne sait pas si c'était sous forme de sculpture ou sous forme de peinture, car on ne le voit plus. Tout au moins, on ne l'a pas encore retrouvé. Et vous verrez que Othaire est aussi représenté dans un vitrail, mais cette fois-ci, ce n'est pas un vitrail du XVIe siècle, c'est un vitrail beaucoup plus récent, qui est du XIXe. Il est de 1888 exactement, et il représente Othaire accueillant Colomban à Hussy, dans sa villa, donc dans cet épisode historique qui est attesté dans les archives. Il est attesté comment cet épisode, c'est très curieux, il est attesté dans la biographie qui a été écrite en Italie, un moine, ou plusieurs moines, qui avaient fréquenté Colomban. Et donc dans cette biographie de Colomban, en Italie, le village de Hussy est nommé, il est textuellement inscrit. Colomban a passé l'hiver 610-611 auprès de l'aristocrate franc Othaire dans sa villa à Vulcianum, l'ancien nom de Hussy. Ce moine a en effet parcouru un gigantesque périple entre l'Irlande du Nord où il était né et où il était devenu moine, et puis l'Italie, Bobbio, le nord de l'Italie, où il est mort et où son tombeau est toujours visible, bien entendu. Et donc, à l'image du chemin de Compostelle, un tracé du chemin européen de Colomban représentant environ 3500 km va être mis en place, et Hussy s'inscrira donc comme une étape sur ce chemin de Colomban, puisque Colomban y est passé. Vous verrez dans une petite affiche à l'intérieur de la vitrine en bois, là, ce tracé, et également une affiche dans l'église où ce tracé est présenté. Un nouvel horizon s'ouvre donc pour Hussy dans le domaine touristique, et nous nous en remettrons dans ce domaine aux instances spécialisées du tourisme au sein de la communauté de communes, de l'office de tourisme de Jouarre et de Coulommiers pour faire la promotion de Hussy Village Étape, et également au niveau du futur parc naturel régional. Voilà un monument historique et une étape touristique pour notre parc, notre futur parc. Alors, je me permettrai, en conclusion, d'apporter une petite information concernant le logo. Alors, d'où vient ce dessin? D'où sort-il? C'est un dessin qui représente en fait un labyrinthe. C'est un labyrinthe, un dessin très ancien qui remonte à l'Antiquité et à la mythologie. Il a été sélectionné par un jury en 1985, plus exactement le 10 septembre 1985. Jack Lang, ministre de la Culture, organise une campagne destinée à inciter les propriétaires de monuments classés à poser cette plaque sur leur immeuble, afin de le signaler à l'attention du passant. Et il a inauguré la première plaque, où donc? Eh bien, sur le Palais Royal à Paris. La signification de ce dessin est fréquemment reproduite sur les dallages des nefs des grandes églises du Moyen-Âge. On ne sait pas exactement ce qu'il représente, sinon un labyrinthe. Mais pourquoi mettre un labyrinthe dans une église? Il peut y avoir des motifs religieux, spirituels, mais on pense aussi que ce pouvait être la signature des maîtres d'œuvre
dans la mesure où, par exemple, à la cathédrale de Reims, ainsi qu'à celle de Chartres et d'Amiens, il y avait dans les écoinçons de ce logo la figure des architectes qui avaient élevé les cathédrales. Alors, ce labyrinthe, celui qui a été choisi par le jury en 1985, était celui qui figurait sur le dallage de la cathédrale de Reims, donc en pierre polychromée, noire et blanche. À Reims, vous ne le verrez plus, il a disparu par suite d'une décision du clergé qui, au XVIIIe siècle, fit détruire sous le prétexte que les enfants, pendant les offices, s'amusaient à suivre les lignes du labyrinthe, parce que c'était un labyrinthe très très grand, donc on pouvait jouer à la marelle dessus. Alors les enfants du CIP ne pourront pas jouer avec ce labyrinthe, bien sûr, mais c'est dans ce monument, s'ils veulent bien y entrer, qu'ils pourront retrouver l'histoire de leur village à l'époque du roi Dagobert. Je vous remercie de votre attention.